C'est un plaisir de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information. Madame, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité de ce soir, le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui en présence du chef de l'État, Patrice Talon, à suivre dans cette édition quelques décisions liées aux mesures normatives et aux communications. Le colloque scientifique international dénommé 10 janvier et après a démarré aujourd'hui sur le campus universitaire d'Abomey-Calavi. Vous suivrez dans ce journal le séminaire organisé hier à l'endroit des journalistes en prélude à cet événement. Hors du Bénin, la Corne de l'Afrique est au bord d'une grave crise alimentaire. La région risque de passer l'une des pires pénuries alimentaires au Bénin. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est maintenant. Bienvenue à toutes et à tous. Nous démarrons ce journal par cette brève sur le Conseil des ministres qui s'est déroulé aujourd'hui en présence du chef de l'État. Plusieurs décisions ont été prises comme mesures normatives. L'on peut citer entre autres la création à la présidence de la République de la cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciations CPD, abrogation du décret portant création, attribution, composition, organisation et fonctionnement du Conseil national du dialogue social, CNDS, et de ses démembrements. Agrément de 3 sociétés au Code des investissements pour divers projets. Au titre des communications, agrément de 3 sociétés au Code des investissements pour divers projets, extension du programme national d'alimentation scolaire intégrée, compte rendu de la mission de suivi de la rentrée des classes 2021-2022 et du fonctionnement des cantines scolaires du 7 au 28 novembre 2021. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Humbedji. Je l'annonçais en titre, le colloque scientifique international dénommé 10 janvier et après s'ouvre aujourd'hui sur le campus universitaire d'Abomey-Calavi. En prélude à l'événement, le laboratoire de biologie et de l'intégrale de développement organisé hier, a organisé hier un séminaire à l'endroit des journalistes sur les mots et leur histoire pour écrire sur le vaudon et en parler. Clémence Tonoucoin pour le compte-rendu. Ce séminaire d'une journée vise à doter les participants du champ lexical approprié pour écrire et parler du vaudon. Tout en utilisant le français, les journalistes doivent réintégrer les mots de nos langues nationales pour mieux exprimer les réalités du vaudon. Ce faisant, ils pourront se départir des clichés. Il faut considérer que vaudon est un concept. Vous prenez c'est un concept que nos ancêtres ont utilisé pour justement organiser la vie ici. Et les journalistes doivent se pénétrer du fait qu'en utilisant les mots, ils redessinent les images de la sociabilité dans la tête des lecteurs. Donc aujourd'hui, pour nous, nous voudrions les réveiller à la conscience de leur art. Chacun pourra acquérir son style, un style propre à lui, parce qu'il va utiliser le français, non pas pour traduire les clichés, mais il va utiliser le français pour réintégrer les mots des langues nationales dans leur fonction d'apaisement, d'éclairage et aussi de responsabilité. À travers leurs différentes questions, les participants ont montré leur intérêt à l'initiative. En tant que journaliste, il faut connaître les mots, la signification de chaque mot. Parce que nous envoyons à ceux qui nous suivent, ceux qui nous lisent, ce que nous appelons les clichés. Et comme l'a si bien dit le professeur, on envoie les clichés. Et ces clichés forment des préjugés. Et ces préjugés créent ce qu'on appelle par la suite des prénotions. Et donc le journaliste doit savoir ces prénotions et savoir ce qu'il envoie comme image à ceux qui le suivent ou à ceux qui le lisent. Donc je pense que ce séminaire, il faut qu'on en organise souvent pour permettre aux journalistes de savoir de quoi ils parlent concrètement. Il y a des réalités, nos réalités que nous abandonnons et nous poursuivons seulement ce que le plan a écrit. Et pour pouvoir expliquer nos réalités, nos propres réalités, c'est impossible pour nous. Donc, son objectif, c'est comment expliquer nos propres réalités en utilisant le français pour pouvoir expliquer nos réalités. Ce séminaire de formation vient à point nommé
pour faire taire certaines critiques où des gens jettent de discrédit, de l'opprobre sur, disons, le vaudon et son histoire. En tant que Béninois, en tant qu'Africains, nous devons sauvegarder ce qui nous reste. En réalité, le vaudou n'est pas une science, c'est notre culture. Les Blancs ont voulu nous inculquer la notion de science pour nous détourner de nos réalités. Le présent séminaire précède le colloque scientifique international dénommé 10 janvier et après qui s'ouvre aujourd'hui à l'université d'Abomey-Calavi. Plusieurs experts nationaux et internationaux du programme alimentaire mondial et ceux du ministère des enseignements maternels et primaires sont en atelier depuis hier à Cotonou. Objectif, réfléchir sur le renforcement des capacités en ce qui concerne le programme national d'alimentation intégrée. Aimé Juste Defodji pour le compte rendu. C'est un atelier conjoint du ministère de l'enseignement maternel et primaire et le programme alimentaire mondial PAM. Il met en jeu les parties prenantes du programme d'alimentation scolaire intégré du Bénin. Il permettra au terme l'identification des besoins en renforcement de capacités nationales. Pour le coordonnateur résident du système des Nations Unies au Bénin, Salvatore Nyonzima, le programme d'alimentation scolaire du Bénin fait école en Afrique car elle permet l'atteinte de plusieurs objectifs de développement durable. C'est pourquoi le programme alimentaire mondial l'a inscrit comme priorité dans son agenda 2019-2023. C'est ainsi que le plan stratégique par pays du PAM au Bénin 2019-2023. C'est un atelier conjoint du ministère de l'enseignement maternel et primaire et le programme alimentaire mondial PAM. Il met en jeu les parties prenantes du programme d'alimentation scolaire intégré du Bénin. Il permettra au terme l'identification des besoins en renforcement de capacités nationales. Pour le coordonnateur résident du système des Nations Unies au Bénin, Salvatore Nyonzima, le programme d'alimentation scolaire du Bénin fait école en Afrique car elle permet l'atteinte de plusieurs objectifs de développement durable. C'est pourquoi le programme alimentaire mondial l'a inscrit comme priorité dans son agenda 2019-2023. C'est ainsi que le plan stratégique par pays du PAM au Bénin 2019-2023 définit clairement le programme national d'alimentation scolaire comme une priorité stratégique clé et s'engage à renforcer les capacités institutionnelles pour permettre à terme un transfert de compétences au gouvernement. Pour Salimane Karimo, ministre des Enseignements maternels et primaires, le gouvernement veut renforcer le programme alimentaire scolaire béninois qui est un moyen efficace de lutte contre la faim dans le domaine éducatif. C'est pourquoi le gouvernement a de nouveau inscrit dans son programme d'action 2021-2026 le programme d'alimentation scolaire. L'alimentation scolaire intégrée, liée à la production locale, est un filet de protection sociale à but multiple. Elle contribue non seulement à assurer une alimentation saine et nutritive, mais aussi et surtout à améliorer de façon significative l'accès et le maintien de tous les enfants, filles et garçons à l'école et la performance scolaire. L'engagement du Bénin et du gouvernement étant de passer de 51% de taux de couverture des besoins des écoles primaires publiques à 75% à partir de 2022 est acté. Le ministre de l'Enseignement maternel et primaire exhorte de ce fait les participants à un travail rigoureux. Je vous exhorte à ne laisser aucun aspect de l'alimentation scolaire de côté lors de vos travaux dans la perspective de l'affinement du modèle d'alimentation scolaire en développement et des options à retenir pour le Bénin, y compris la question de la loi sur l'alimentation scolaire qui fait partie intégrante des réformes de mon département ministériel. Démarré ce mardi, cet atelier des parties prenantes du programme national d'alimentation scolaire intégré du Bénin prend fin le mercredi. Signalons effectivement que cet atelier de réflexion sur le renforcement des capacités en ce qui concerne le programme national d'alimentation intégrée a pris fin aujourd'hui.
En hors de nos frontières, la Corne de l'Afrique au bord d'une grave crise alimentaire. Et cette région risque de passer l'une des pires pénuries alimentaires au monde. C'est l'avertissement lancé par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Suivons ici cet élément en image. Il faut savoir que lorsqu'une vache meurt, cela se traduit immédiatement par 2 enfants qui n'ont plus leur bol de lait quotidien. Il faut réagir impérativement et tout de suite, en janvier, février, mars. Après, malheureusement, ce sera trop tard. En France, la proposition de loi sur les lanceurs d'alerte est débattue aujourd'hui au Sénat. C'est un texte qui vise à octroyer un meilleur statut et à donner aussi de meilleures garanties de protection à ces lanceurs. Suivez. La proposition de loi sur les lanceurs d'alerte sera débattue au Sénat. Les députés avaient adopté à l'unanimité ce projet protecteur en novembre dernier, mais les sénateurs ont tenté d'en vider le contenu à tel point que la presse a dénoncé un retour en arrière, un texte en charpie, un collectif de lanceurs d'alerte, de nombreuses ONG et des syndicats protestent avec une tribune dans Les Échos, ils s'insurgent. Alors qu'elle vient de prendre la présidence de l'Union européenne, la France, qui s'était dotée avec la loi Sapin II d'une des 4 législations les plus avancées au monde, risque de devenir la lanterne rouge de l'Europe. Nous appelons solennellement les sénateurs à rétablir à minima le texte de l'Assemblée nationale et à se saisir pleinement des propositions de notre coalition afin de clarifier et renforcer notre dispositif de protection des lanceurs d'alerte. La proposition de loi portée par le député centriste Sylvain Waserman venait améliorer les dispositions de la loi Sapin II en 2016. Elle prévoyait d'asseoir le statut des lanceurs d'alerte et un mode de signalement adapté. Elle mettait en place un soutien financier si la partie adverse assignait le lanceur d'alerte en justice et lui supprimait ses revenus. Un second texte faisait du défenseur des droits l'interlocuteur privilégié de ces vigies de la société. Sylvain Waserman avait même imaginé que la France deviendrait le fer de lance de la protection des lanceurs d'alerte. Mais en commission, les sénateurs ont sabordé plusieurs dispositions pivots du texte, au point que les personnes travaillant sur les dossiers de lanceurs d'alerte ont parlé de régression, de violation des exigences de la directive européenne de 2019 que cette proposition de loi devait transposer. Quelles ont été les modifications opérées par les sénateurs? Elles portent sur la définition même du lanceur d'alerte. Les sénateurs ont supprimé la notion de dénonciation de menaces ou préjudice pour l'intérêt général, remplacée par celle d'actes ou d'omissions allant à l'encontre des objectifs poursuivis par les règles de droit. Cela a l'air très technique, voire anodin, mais en réalité, cela sape complètement les principes d'éthique du lanceur d'alerte. Car le droit n'est pas toujours enfreint lorsqu'une société laisse sciemment l'intérêt général. Par exemple, on ne pourrait plus considérer comme un lanceur d'alerte celui qui dénoncerait un dossier de production d'un médicament autorisé mais dangereux, comme le Mediator à l'époque, ou un problème de santé pas encore identifié, comme des cancers environnementaux. Les sénateurs refusent aussi d'accorder la même protection à certaines aides des lanceurs d'alerte, comme les associations non agréées, qui sont pourtant parfois très utiles ou bien renseignées pour révéler des scandales. Les sénateurs ont aussi sévi en souhaitant que le lanceur d'alerte révèle ses informations en premier à sa direction avant d'en référer au public, alors que c'est bien sûr le plus souvent impossible. Et puis, ils ont décidé que les lanceurs d'alerte pourraient être poursuivis en cas d'atteinte à la vie privée ou d'atteinte au système de traitement automatisé de données. Tout cela bien considéré revient à dire que, par exemple, Antoine Deltour, le comptable qui avait permis les révélations du scandale d'évasion fiscale des LuxLeaks, et Irène Frachon, qui avait dénoncé les effets du Mediator, n'auraient pas pu bénéficier du statut de lanceur d'alerte. Ces diverses réécritures pourraient très bien en revanche servir la cause des lobbies. Une enquête de Mediapart avait révélé par exemple que l'Association bretonne des entreprises agroalimentaires avait écrit à certains sénateurs pour suggérer des amendements. Alarmée, la défenseure des droits Claire Hédon a appelé les sénateurs à maintenir toutes les avancées de la proposition de loi sur les lanceurs d'alerte votée par les députés en première lecture. Les lobbies vont-ils réussir à se tailler la part du lion si certains des amendements restaient en place ?
La directive européenne de 2019 impose aux lois nationales de ne pas être en recul. Même si l'Assemblée nationale aura le dernier mot, l'offensive des sénateurs est un très mauvais signal pour ceux qui ont sacrifié leur carrière et parfois leur vie privée au service de l'intérêt général. La Maison des lanceurs d'alerte a appelé à se rassembler mercredi matin devant le Sénat. Le prix du pétrole atteint des records jamais vus depuis 7 ans et la situation ne va pas s'arranger. Bien au contraire, selon les analystes, une augmentation du coût du baril a été provoquée par des tensions internationales et des interruptions de production. Un nouveau coup dur pour les consommateurs à la pompe. Suivez. L'or noir, toujours plus rare, toujours plus prisé, toujours plus cher. Ce mardi, le prix du baril a atteint un niveau historique. Le Brent et le West Texas Intermediate n'ont jamais été aussi hauts depuis 7 ans, avec des montants fixés entre 85 et 87 $. Cette augmentation est liée à plusieurs phénomènes. D'abord, plusieurs productions ont été interrompues dans les pays africains, comme au Nigeria, en Angola ou en Libye. Une situation identique en Équateur, tandis que la production au Canada est freinée par des températures extrêmement froides. Mais pour les spécialistes, il est surtout question du rapport entre vendeurs et acheteurs. Les marchés restent concentrés sur l'équilibre délicat entre l'offre et la demande, qui semble avoir un impact assez important sur les fluctuations de prix tout au long de la reprise économique post-pandémie. Autre facteur qui accentue l'augmentation du prix du baril, les tensions géopolitiques dans le Golfe Persique, notamment entre les rebelles yéménites soutenus par l'Iran et l'Arabie saoudite. Mais pour d'autres spécialistes, les responsables du prix du pétrole sont les membres de l'Organisation des pays exportateurs. Seuls les membres de l'OPEP et leurs alliés peuvent faire baisser les prix à ce stade en pompant davantage de brut. Au lieu de cela, les pays de l'OPEP vont probablement s'en tenir à leur stratégie d'assouplissement progressif des réductions de production, car ils profitent des prix élevés actuels. Selon de nombreux analystes, les prix du brut pourraient dépasser les 90 $ le baril cette année. Les spécialistes de Goldman Sachs se projettent même en 2023 et annoncent un baril de brut à hauteur de 105 $. Madame, Monsieur, c'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur nos plateformes digitales, Twitter, Facebook, YouTube et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Je vous invite à continuer par suivre nos programmes. À 20h30, vous suivrez le feuilleton Abysmo de Passion à 21h et l'émission Santé Plus et à 21h30 Christ dans vos maisons avec le pasteur Elvis Dagba. Bonsoir.